Ne viens pas à mon mariage, m'a envoyé ma sœur par message. David est un procureur de la République. Il ne peut pas être au courant de tes problèmes d'affaires. Mes parents sont restés silencieux. J'ai répondu, d'accord. Le 2 avril, David est arrivé à la réunion d'information des sous-traitants en jury comptabilité du ministère de la Justice. Quand il a vu, fondatrice et présidente directrice générale, sur ma porte. Il a commencé à crier, parce que... Le message est arrivé à 14h14 le 19 mars, juste au moment où j'examinais la documentation de conformité avec ma directrice juridique. Le message venait de ma sœur, Laure. Il m'a fallu moins d'1 minute pour le lire. Il m'a fallu beaucoup plus de temps pour décider comment répondre. Ne viens pas à mon mariage. David est un procureur de la République. Il ne peut pas être au courant de tes problèmes d'affaires. Maman et papa sont d'accord. C'est ce qui est le mieux pour tout le monde. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur mon bureau. À travers les fenêtres du sol au plafond de mon bureau d'angle situé au 42e étage, je pouvais voir tout le centre-ville de Lyon s'étirer vers le Rhône. Juliette, ma directrice juridique, a levé les yeux du contrat qu'elle examinait. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Une affaire de famille », ai-je dit. « Rien d'urgent. » Elle a hoché la tête et est retournée au document. C'était l'une des choses que j'appréciais chez mon équipe. Il me faisait confiance pour gérer ma vie personnelle sans avoir besoin des détails. Veritrace Analytics s'était développé pour atteindre 340 employés répartis dans 4 bureaux. Notre valorisation a atteint 1,650 milliard d'euros après notre levée de fonds de série C en octobre dernier. Le magazine Forbes France venait de me nommer dans sa liste des 30 de moins de 30 ans dans la catégorie des technologies d'entreprise. Nous étions en négociations actives avec le ministère de la Justice pour devenir leur principal fournisseur de logiciels de jury comptabilité. Et le fiancé de ma sœur, le procureur qui apparemment ne pouvait pas être au courant de mes problèmes d'affaires, était sur le point d'entrer dans une réunion d'information où j'allais présenter nos capacités. J'avais créé Veritrace depuis mon appartement il y a 6 ans. Le principe était simple, utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour traquer les crimes financiers plus rapidement et plus précisément que ne le pourraient des analystes humains. Blanchiment d'argent, fraude, détournement de fonds. Notre logiciel pouvait suivre les schémas à travers des milliers de transactions en quelques minutes au lieu de plusieurs mois. L'État l'avait remarqué. Maintenant, nous étions à 2 semaines de finaliser un contrat de 43 millions d'euros avec le pôle financier du ministère de la Justice. La réunion d'information du 2 avril était l'étape finale, une démonstration technique pour l'équipe de magistrats qui utiliserait réellement notre plateforme. J'avais vu la liste des présences. Le nom de David Martin y figurait. Ma famille n'avait jamais compris ce que je faisais. Quand j'avais quitté mon emploi en comptabilité d'entreprise chez Mazars pour créer Veritrace, mon père avait qualifié cela d'imprudent. Quand j'ai refusé une promotion chez KPMG pour me consacrer à temps plein à la jeune entreprise, ma mère a dit que je jetais la stabilité par la fenêtre. Laure, de 5 ans ma cadette, avait toujours été l'enfant prodige. Elle avait tout fait correctement, un diplôme en droit de l'université Panthéon-Assas, un stage d'assistante de justice auprès d'un juge d'instruction. Maintenant, elle travaillait comme avocate de la défense en droit pénal des affaires chez Bredin-Pratt à Paris, facturant 780 € de l'heure et représentant des cadres supérieurs du CAC 40. Et elle allait épouser David Martin, qui poursuivait ce même genre de cadre supérieur. L'ironie ne m'avait pas échappé. J'avais rencontré David une fois, brièvement, au dîner de Noël il y a 2 ans. Il avait été polymédistant. Laure l'avait présenté comme l'un des procureurs les plus prometteurs du parquet. Ma mère avait rayonné. Mon père lui avait posé des questions détaillées sur ses affaires, sa trajectoire de carrière, ses ambitions futures. Personne ne m'avait posé de questions sur Veritrace. Quand mon père s'est finalement tourné vers moi, il a dit « Tu fais toujours ton truc avec les ordinateurs ?» J'avais confirmé. Laure était intervenue rapidement, « David, encore du vin ?» Le sujet avait changé. J'ai répondu au message de Laure par un seul mot, « D'accord ». Elle n'a pas répondu. Ma mère a appelé 3 heures plus tard. J'étais dans une réunion de développement de produits, alors j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Quand j'ai écouté le message ce soir-là, sa voix était prudente, mesurée. Ma chérie, Laure m'a dit qu'elle t'avait contacté à propos du mariage. Je sais que c'est difficile, mais tu dois comprendre,
la carrière de David est très importante. Il est pressenti pour une promotion au parquet national financier. Avoir quelqu'un dans la famille avec avec ton genre de complications d'affaires, cela pourrait soulever des questions. Nous faisons cela pour toi aussi. C'est mieux si tu n'es pas là. Tu comprends, n'est-ce pas? Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. Mon père a envoyé un courrier électronique le lendemain matin. La ligne d'objet était vide. Le corps du message disait « Le mariage de ta sœur est un événement professionnel important pour la carrière de David. S'il te plaît, respecte la décision de la famille. Nous célébrerons avec toi une autre fois. » Il n'y avait aucune autre fois de prévu. J'ai transféré le courrier électronique à mon assistante de direction, Céline, avec une note « S'il te plaît, bloque mon calendrier pour le 20 avril. Jour de congé personnel. » Elle a répondu immédiatement « C'est fait. Est-ce que tout va bien? » Merci. Je vais bien, ai-je répondu en écrivant. Les bureaux de Veritas occupaient tout le 42e étage de la tour Pardieu. Nous avions emménagé l'année dernière après avoir clôturé notre levée de fonds de série B. Avant cela, nous étions dans un espace de travail partagé exigu à la Croix-Rousse avec 11 employés et une seule salle de réunion qui servait aussi de salle de repos. Maintenant, nous avions un espace d'accueil avec des murs végétaux, 8 bureaux privés, 40 postes de travail, 2 grandes salles de réunion, et une cuisine que notre gestionnaire de bureau gardait approvisionnée en café infusé à froid et en kombucha. Mon bureau d'angle avait 2 murs de fenêtres, un bureau debout avec 3 écrans, un canapé pour les réunions informelles, et une étagère bordée de prix de l'industrie et de brevets encadrés. Sur le mur derrière mon bureau se trouvait mon article dans la liste des 30 de moins de 30 ans de Forbes France, une photo pleine page et une entrevue sur la création de logiciels d'entreprise qui fonctionnaient réellement. La porte portait une plaque, Dr Émilie Dubois, fondatrice et présidente directrice générale. La plupart des gens ne connaissaient pas mon doctorat. J'avais terminé mon doctorat en informatique à l'école polytechnique tout en travaillant à temps plein chez Mazars. La thèse portait sur les applications de l'apprentissage automatique dans la reconnaissance de schémas financiers. Veritas était l'application pratique de cette recherche. Ma famille n'avait jamais posé de questions à ce sujet. La réunion d'information était prévue à 10 h du matin le 2 avril dans notre salle de réunion principale. L'équipe du ministère de la Justice comprendrait 6 magistrats du pôle financier, 2 spécialistes techniques et un responsable des contrats. Nous avions envoyé la liste des présences 2 semaines à l'avance. Le nom de David Martin était le 3e sur la liste. J'avais hésité à lui en parler, à envoyer un courrier électronique de courtoisie, à le prévenir que la sœur de sa fiancée, celle avec les problèmes d'affaires, était en fait la présidente directrice générale de l'entreprise qu'il allait évaluer. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais été exclu du mariage à cause de ce que j'étais censé être. Il pourrait découvrir qui j'étais réellement par lui-même. Céline avait coordonné toute la logistique. Elle avait organisé le service de traiteur des viennoiseries pour le petit déjeuner, du café, des fruits et installé l'équipement de présentation. Notre directeur des technologies, Romain Perrin, s'occuperait de la démonstration technique. Juliette couvrirait les protocoles de conformité et de sécurité. Je prononcerai le discours d'ouverture et ferai la présentation générale du contrat. Le matin du 2 avril, je suis arrivé au bureau à 7h30. Je portais un tailleur bleu marine de la marque Theory, de simples boucles d'oreilles en perles, et la montre Cartier que mon équipe m'avait offerte lorsque nous avions clôturé notre levée de fonds de série C. Mes cheveux étaient tirés en arrière en un chignon bas. Pas de maquillage dramatique, pas de bijoux voyants. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une présidente directrice générale se préparant pour une négociation de contrat gouvernemental à enjeux élevés. Céline m'a retrouvé à la porte de mon bureau avec du café et l'ordre du jour final de la réunion. Ils arriveront à 9h45, a-t-elle dit. Je les amènerai à la salle de réunion principale. Voulez-vous que je vous présente, ou préféreriez-vous le faire vous-même? Je me présenterai moi-même, ai-je dit. Merci, Céline. Elle a hoché la tête. Le traiteur vient d'arriver. Romain fait une dernière vérification de l'équipement. Juliette revoit la documentation de sécurité une dernière fois. Parfait. À 9h30, mon équipe s'est rassemblée dans la salle de réunion, Romain, Juliette, notre vice-président du produit, notre directrice financière, et 2 ingénieurs principaux. Tout le monde portait une tenue professionnelle stricte. Tout le monde avait ses points de discussion prêts. C'est l'étape finale, ai-je dit.
Nous avons déjà passé l'évaluation technique, l'autorisation de sécurité et la révision budgétaire. Cette réunion a pour but de leur montrer que nous sommes le bon partenaire, que nous comprenons leur mission, que notre logiciel facilitera leur travail et renforcera leur dossier. Romain a souri. Nous gérons la situation. C'est le cas, ai-je confirmé. À 9h44, Céline est apparue dans l'encadrement de la porte. Ils sont là. J'ai marché jusqu'à l'espace d'accueil. À travers les portes en verre, je pouvais voir un groupe de personnes sortir de l'ascenseur, des hommes et des femmes en costume sombre portant des porte-documents en cuir et des ordinateurs portables du ministère de la Justice. Et là, au centre du groupe, se trouvait David Martin. Il ressemblait exactement à mes souvenirs, grand, l'air soigné, avec des lunettes à monture métallique. Il portait un porte-documents en cuir et parlait à la femme à côté de lui, l'une des spécialistes techniques d'après son badge du ministère de la Justice. Céline a ouvert la porte. Bonjour. Bienvenue chez Veritas Analytics. Le groupe est entré. David a passé la porte en 4e position. Il a jeté un coup d'œil à l'espace d'accueil, les murs végétaux, les meubles modernes, le logo de Veritas rétroéclairé sur le mur principal avec l'expression de quelqu'un qui évalue un espace professionnel. Céline a souri. Veuillez me suivre. Le docteur Dubois vous attend dans la salle de réunion principale. Je l'ai vu à ce moment-là, la plus petite lueur de confusion sur le visage de David quand Céline a prononcé mon nom. Il n'a pas encore fait le lien. Dubois était un nom courant, et il ne m'avait rencontré qu'une seule fois, il y a 2 ans, lors d'un dîner de Noël où on m'avait présenté comme la sœur de l'or qui faisait quelque chose avec les ordinateurs. Céline a conduit le groupe le long du couloir. J'ai marché derrière eux, leur laissant de l'espace. L'équipe du ministère de la Justice a regardé autour d'elle en passant devant l'espace de travail ouvert, des employés à des bureaux debout, de multiples écrans, des tableaux blancs couverts de diagrammes d'algorithmes. La salle de réunion était au bout du couloir. Céline a ouvert les doubles portes. La pièce comportait une longue table en verre, des chaises ergonomiques, et un écran de présentation qui occupait la majeure partie d'un mur. Les fenêtres donnaient sur le centre-ville de Lyon et sur la confluence du Rhône et de la Saône au-delà. Mon équipe était déjà assise d'un côté de la table. Le bout de la table, mon siège était vide. Céline a fait un geste vers l'autre côté. Je vous en prie, asseyez-vous. Puis-je offrir un café ou un thé à quelqu'un avant de commencer? L'équipe du ministère de la Justice s'est installée. David a pris un siège au milieu, directement en face de l'endroit où Romain était assis. Il a posé son porte-documents sur la table et a sorti un bloc-notes juridique. Céline a versé du café, proposé de la crème et du sucre, et fait la conversation sur le temps qu'il faisait et le trajet depuis Paris. Puis elle m'a regardé. Docteur Dubois, tout le monde est prêt quand vous l'êtes. Je me suis dirigé vers le bout de la table. David a levé les yeux de son bloc-notes juridique. Il s'est figé. J'ai posé ma tablette sur la table et j'ai souri au groupe. Bonjour. Je suis le docteur Émilie Dubois, fondatrice et présidente directrice générale de Veritas Analytics. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à Lyon. Nous sommes impatients de vous montrer ce que nous avons construit. Le visage de David était devenu complètement blanc. La femme à côté de lui, la spécialiste technique, a tendu la main. Sarah Bourgeois, de l'équipe d'examen technique du ministère de la Justice. Nous attendions cela avec impatience. J'ai serré sa main. De même. Avant de plonger dans la démonstration, permettez-moi de présenter mon équipe. J'ai fait un geste vers chaque personne en prononçant son nom. Romain Perrin, notre directeur des technologies, Juliette Blanc, notre directrice juridique, Michel Tardieu, notre vice-président du produit, le docteur Lise Ferrand, notre directrice financière, et nos ingénieurs principaux, Kevin Parmentier et Alice Denis. Tout le monde a hoché la tête, a établi un contact visuel. Professionnel. David regardait fixement la plaque sur la porte derrière moi, docteur Émilie Dubois, fondatrice et présidente directrice générale. Le procureur principal, un homme d'une 50aine d'années nommé Richard Lefebvre, s'est penché en avant. Docteur Dubois, nous avons examiné votre documentation technique et vos protocoles de sécurité. Très impressionnant. Ce que nous aimerions voir aujourd'hui, c'est une démonstration en direct de la façon dont votre logiciel gère des réseaux financiers complexes. En particulier les structures de sociétés écrans et les transferts à l'étranger.
Absolument, ai-je dit. Romain va vous guider à travers une simulation basée sur une affaire réelle de blanchiment d'argent de l'année 2019. Nous avons rendu les données anonymes, mais la structure est authentique. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous donner un certain contexte sur les raisons pour lesquelles nous avons construit Veritrace et sur la façon dont il diffère des anciens systèmes que vous utilisez actuellement. J'ai cliqué sur la première diapositive. Elle montrait un réseau enchevêtré de transactions financières, des centaines de nœuds, des milliers de connexions, tous codés par couleur selon le type de transaction. Voici à quoi ressemble un réseau typique de blanchiment d'argent lorsque vous essayez de le cartographier manuellement, ai-je dit. Cela peut prendre aux analystes de 6 à 8 semaines pour tracer la structure complète. À ce moment-là, l'argent a de nouveau été déplacé. Diapositive suivante. Le même réseau, mais simplifié. Des lignes épurées, une hiérarchie claire, des schémas suspects mis en évidence. C'est ce que Veritrace accomplit en 4 minutes. Sarah Bourgeois a sifflé doucement. 4 minutes ? 4 minutes, ai-je confirmé. Notre intelligence artificielle identifie les schémas qui échappent aux analystes humains. Elle signale les anomalies. Elle connecte les sociétés écrans à travers les différentes juridictions. Et elle fournit une documentation de preuves qui répond aux normes des tribunaux. Richard Lefebvre a hoché la tête lentement. Montrez-nous. Romain s'est levé et s'est dirigé vers l'écran de présentation. Je vais exécuter une simulation basée sur une véritable affaire de blanchiment d'argent datant de 2019. Nous avons rendu les données anonymes, mais la structure est authentique. Il a affiché l'interface de Veritrace, intuitive, puissante. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, Romain a guidé l'équipe du ministère de la Justice à travers chaque fonctionnalité, cartographie de réseau, analyse de transactions, détection d'anomalies, exportation de preuves. Les magistrats ont posé des questions détaillées. Romain a répondu à chacune d'entre elles. David n'a rien dit. Il est resté parfaitement immobile, son bloc-notes juridique intact, le regard fixé sur l'écran. Quand Romain a terminé, Juliette a pris le relais. Elle a passé en revue nos protocoles de sécurité, nos procédures de manipulation des données, notre conformité aux normes nationales en matière de preuves. Nous savons que vous n'achetez pas seulement un logiciel, a dit Juliette. Vous choisissez un partenaire qui manipulera des données financières sensibles dans le cadre d'enquêtes criminelles actives. Veritrace est certifié ISO 27001. Nous maintenons l'autorisation Secnum Cloud, et chaque employé qui touche aux données gouvernementales possède une habilitation de sécurité. Richard Lefebvre m'a regardé. Docteur Dubois, pouvez-vous nous parler de votre parcours ? Nous aimerions comprendre qui dirige cette entreprise. Bien sûr, ai-je répondu. J'ai un doctorat en informatique de l'école polytechnique, spécialisé dans les applications de l'apprentissage automatique dans la reconnaissance de schémas financiers. Avant de fonder Veritrace, j'ai travaillé en tant que jury comptable principal chez Mazars, où j'ai dirigé des enquêtes sur les fraudes pour des clients du CAC 40. J'ai vu à quel point le processus manuel était lent et inefficace, et je savais qu'il y avait une meilleure méthode. Et l'entreprise elle-même, a demandé Richard. Nous avons été fondés il y a 6 ans. Nous comptons maintenant 340 employés répartis entre Lyon, Londres, Sofia Antipolis et Berlin. Notre levée de fonds de série C en octobre dernier nous a valorisé à 1,650 milliard d'euros, un tour de table mené par Euraseo. Nous servons actuellement 18 des 20 plus grands cabinets de jury comptabilité en France, et nous sommes le fournisseur principal de 3 parquets régionaux. Sarah Bourgeois tapait des notes. Impressionnant. Nous sommes également en discussions actives avec l'autorité des marchés financiers et Tracfin concernant des partenariats élargis, ai-je ajouté. Notre objectif est de devenir la plateforme de référence pour les enquêtes sur la criminalité financière au sein de toutes les agences nationales. Richard a échangé des regards avec les autres magistrats. C'est exactement ce dont nous avons besoin. David a finalement pris la parole. Sa voix était tendue. Pouvons-nous faire une courte pause? Richard l'a regardé, surpris. Maintenant? J'ai juste besoin de 5 minutes, a dit David. Bien sûr, ai-je dit d'un ton fluide. Céline, pouvez-vous montrer le salon à nos invités? Il y a du café et de l'eau, et les toilettes sont juste au bout du couloir. Céline est apparue comme par magie. Par ici. L'équipe du ministère de la Justice s'est levée et est sortie à la file.
David est parti le dernier. En passant devant ma chaise, il m'a regardé et m'a vraiment regardé pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. J'ai soutenu son regard calmement, sans rien dire. Il est parti. Une fois la pièce vide, Romain s'est adossé à sa chaise. Ça s'est bien passé. En effet, ai-je convenu. Juliette souriait. Richard Lefebvre a adoré la fonctionnalité d'exportation des preuves. Avez-vous vu son visage? Je l'ai vu. Lise, notre directrice financière, a affiché quelque chose sur son ordinateur portable. Si ce contrat se conclut, nous atteindrons notre objectif de revenu du deuxième trimestre avec 3 semaines d'avance. Quand il se conclura, ai-je corrigé. Pas si. Michel Tardieu m'a regardé d'un air pensif. Ce magistrat, le plus jeune, semblait mal à l'aise. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, ai-je dit. Il est simplement en train d'assimiler quelque chose. Céline est réapparue dans l'encadrement de la porte. Ils sont prêts à revenir. L'équipe du ministère de la Justice a regagné ses places. David avait l'air un peu plus maître de lui-même, mais son visage était toujours pâle. Richard Lefebvre a croisé les mains sur la table. Docteur Dubois, nous n'avons pas besoin de ramener cela pour un examen supplémentaire. Les capacités techniques dépassent nos attentes. Les protocoles de sécurité répondent à toutes nos exigences, et franchement, votre équipe comprend clairement notre mission mieux qu'aucun des autres fournisseurs que nous avons évalués. Il a fait une pause. Nous aimerions aller de l'avant avec le contrat, sous réserve de l'approbation finale de notre responsable des contrats. Nous sommes prêts à finaliser le partenariat. J'ai souri. C'est une excellente nouvelle. Nous sommes prêts à vous soutenir. Il y a une formalité, a poursuivi Richard. Nous devrons effectuer des vérifications de conflits d'intérêts sur votre personnel clé. C'est la procédure standard pour les contrats gouvernementaux, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de relations personnelles ou professionnelles qui pourraient compromettre le travail. Bien sûr, ai-je dit. Juliette peut vous fournir toute la documentation dont vous avez besoin. Juliette a hoché la tête. Je vous enverrai cela cet après-midi. Richard s'est levé, en tendant la main. Merci pour votre temps, docteur Dubois. Nous vous contacterons dans la semaine. J'ai serré sa main. Nous sommes impatients de travailler avec vous. Le reste de l'équipe du ministère de la Justice a rassemblé ses documents, a serré la main de mon équipe, et a fait la conversation de manière agréable sur Lyon, la météo, et les endroits où trouver du bon café. David s'est levé en dernier. Il a ramassé son porte-documents avec une précision prudente, comme s'il se concentrait très fort pour ne pas le faire tomber. Sarah Bourgeois était déjà à la porte, discutant avec Romain d'un détail technique. David a marché vers moi et s'est arrêté. « Émilie » a-t-il dit doucement. « Pouvons-nous parler en privé ?» J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge sur le mur. J'ai une autre réunion dans 15 minutes. S'il vous plaît. Je l'ai regardé, ce procureur qui était trop important pour avoir la sœur de sa fiancée à son mariage, qui ne pouvait pas être au courant de mes problèmes d'affaires. Mon bureau, ai-je dit. 5 minutes. Je l'ai conduit le long du couloir, au-delà de l'espace de travail ouvert où mes employés codaient, analysaient, construisaient, au-delà des bureaux aux parois de verre où travaillait mon équipe de direction, jusqu'à mon bureau d'angle avec vue sur toute la ville. Il s'est arrêté sur le pas de la porte quand il a vu l'article de Forbes France sur le mur. Je me suis assise derrière mon bureau et j'ai désigné la chaise en face de moi. Vous vouliez me parler. Il s'est assis lentement. Laure a dit. Vous. Elle m'a dit que vous aviez une sorte de jeune entreprise. Quelque chose avec les ordinateurs. Veritrace Analytics est une entreprise de logiciels de jury comptabilité, ai-je dit. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour enquêter sur les crimes financiers. Nous sommes valorisés à 1,650 milliard d'euros, et nous sommes sur le point de devenir le partenaire technologique principal du ministère de la Justice. Je ne savais pas, a-t-il dit. Non, ai-je convenu. Vous ne saviez pas. Il a baissé les yeux vers ses mains. Le mariage. Laure a dit que vous aviez des problèmes d'affaires. Qu'il serait préférable que vous ne veniez pas. Elle m'a envoyé un message le 19 mars, ai-je dit. Elle a dit que vous étiez un procureur et que vous ne pouviez pas être au courant de mes complications d'affaires. Mes parents étaient d'accord. J'ai répondu, d'accord.
Son visage a viré au rouge vif. Je n'ai pas. Je n'ai jamais dit ça. Je ne savais même pas que Laure avait annulé votre invitation. Cela ne regarde que vous et elle, ai-je dit calmement. Non, vous ne comprenez pas, a-t-il dit. Je ne ferai jamais. Je n'ai pas demandé cela. Je ne voulais pas cela. Je l'ai regardé fixement. Que vous a dit Laure à mon sujet? Il a hésité. Elle a dit que vous aviez créé une entreprise technologique il y a quelques années, qu'elle était en difficulté. Que vous aviez eu des problèmes réglementaires. Elle a fait croire que vous aviez des ennuis avec l'autorité des marchés financiers ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais eu de problème réglementaire, ai-je dit. Veritrace détient la certification Secnum Cloud. Nous maintenons les habilitations de sécurité les plus élevées. Nous avons passé avec succès chaque audit que l'État a jamais mené. Je m'en rends compte maintenant. Que vous a-t-elle dit d'autre? Il s'est agité inconfortablement. Elle a dit que vous étiez gêné par les performances de l'entreprise. Que vous aviez cessé de venir aux événements familiaux parce que vous ne vouliez pas en parler. Que le mariage serait trop difficile pour vous parce que tout le monde vous poserait des questions sur vos affaires. J'ai souri. Le sourire n'a pas atteint mes yeux. J'ai cessé de venir aux événements familiaux parce que personne ne me posait jamais de questions sur mes affaires. Il demandait à mon père comment se passait son golf. Il demandait à ma mère comment allait son jardin. Il posait des questions alors sur ses affaires juridiques. Personne ne me demandait jamais rien. David est resté silencieux. Au dîner de Noël il y a 2 ans, ai-je continué, mon père a demandé si je faisais toujours le truc avec les ordinateurs. Ce fut la seule question que j'ai eue de toute la soirée. Quand j'ai essayé de mentionner que nous venions de clôturer une levée de fonds de 13 700 000 €, Laure a changé de sujet. Je me souviens de ce Noël, a dit David lentement. Vous êtes parti tôt. Je suis parti parce que j'avais une réunion du conseil d'administration le lendemain matin à Sophia Antipolis, ai-je dit. Nous finalisions notre série B. Je négociais avec BPI France. Il a enfoui son visage dans ses mains. Oh mon Dieu. Vous devriez parler alors, ai-je dit. Vous devriez lui demander pourquoi elle vous a dit que j'avais des problèmes réglementaires. Pourquoi elle vous a dit que j'étais gêné. Pourquoi elle a dit à mes parents que vous ne pouviez pas être au courant de mes complications d'affaires. Je le ferai, a-t-il dit. Je lui parlerai ce soir. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Votre équipe vous attend probablement. Il s'est levé. Émilie, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Si j'avais su. Si vous aviez su quoi, ai-je demandé. Si vous aviez su que j'avais du succès, l'invitation au mariage aurait été maintenue. Si vous aviez su que mon entreprise valait 1,65 milliard d'euros, j'aurais été acceptable. Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors que voulez-vous dire? Il est resté silencieux pendant un long moment. Je ne sais pas, a-t-il finalement dit. Je suis juste. Je suis désolé. Je me suis levé et je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Vous devriez retourner voir votre équipe. Richard attend. Il a hoché la tête. Il avait l'air de vouloir dire autre chose. Il ne l'a pas fait. Je l'ai regardé redescendre le couloir vers l'espace d'accueil. Puis j'ai fermé la porte de mon bureau et je me suis rassise à mon bureau. Céline m'a appelé sur l'interphone 2 minutes plus tard. L'équipe du ministère de la Justice vient de partir. Il semblait très content. Bien, ai-je dit. Est-ce que tout va bien? J'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas, les gratte-ciel, l'eau et les montagnes au-delà. Je vais bien, ai-je dit. Merci, Céline. Laure a appelé ce soir-là à 23 h. J'étais chez moi, dans mon appartement de la Presqu'île, en train de réviser des modifications de contrat sur mon ordinateur portable. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé à 23 h 04. À nouveau à 23 h 07 à 23 h 09, elle a envoyé un message, nous devons parler. S'il te plaît. J'ai répondu en tapant, je travaille. Envoie-moi un courrier électronique si c'est important. Le courrier électronique est arrivé 10 minutes plus tard. Objet, je suis tellement désolé, Émilie. David m'a tout raconté. Je ne réalisais pas. Je n'ai pas réfléchi. Je lui ai dit que tu avais des difficultés parce que c'est ce que je croyais.
Maman et papa disaient toujours que tu avais fait une erreur en quittant Mazars. Que tu étais trop fier pour admettre que ta jeune entreprise ne marchait pas. Que tu ne demanderais pas d'aide. Je ne savais rien de la liste Forbes France. Je ne savais rien de la valorisation. Je ne savais pas que tu étais sur le point de signer un contrat avec le ministère de la Justice. David est horrifié. Il dit que nous devons reporter le mariage. Il dit qu'il ne peut pas m'épouser si je t'ai fait ça. S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, nous pouvons réparer ça. Laure. J'ai lu le courrier électronique 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Le contrat avec le ministère de la Justice a été finalisé le 12 avril, 43 millions d'euros sur 3 ans, avec des options de renouvellement. Richard Lefebvre a envoyé une note personnelle me remerciant pour le professionnalisme de mon équipe. Le nom de David Martin figurait sur la page de signature finale en tant que l'un des magistrats ayant approuvé le contrat. Laure a appelé 6 autres fois au cours des 2 semaines suivantes. Je n'ai pas répondu. Ma mère a envoyé une lettre du vrai papier, un vrai timbre posté à mon bureau. Chère Émilie, ton père et moi n'avions aucune idée de l'ampleur de ton succès. Nous sommes très fiers de toi. Nous adorerions célébrer cela avec toi si tu le souhaites. Laure est dévastée. Le mariage est reporté indéfiniment. David dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Nous avons eu tort de soutenir la décision de Laure de t'exclure. Nous aurions dû poser plus de questions. Nous aurions dû être plus sensés. S'il te plaît, rentre à la maison pour la fête des mères. Laisse-nous arranger les choses. Avec amour, maman. J'ai rangé la lettre dans le tiroir de mon bureau. Le 20 avril, le jour où le mariage de Laure aurait dû avoir lieu, j'ai emmené mon équipe dîner chez Paul Bocuse. Nous étions 18 dans la salle à manger privée surplombant la Saône. Nous avons célébré la conclusion du contrat avec le ministère de la Justice. Nous avons célébré l'atteinte de notre objectif de revenu du 2e trimestre avec 3 semaines d'avance. Nous avons célébré 6 années passées à construire quelque chose qui comptait. Romain a levé son verre. À Émilie, la meilleure présidente directrice générale du secteur. À Émilie, a répété tout le monde en chœur. J'ai regardé autour de la table les personnes qui avaient cru en Veritas alors que ce n'était qu'une idée dans mon appartement, qui avaient travaillé 80 heures par semaine pour construire le produit, qui avaient célébré chaque étape importante et surmonté chaque revers. À nous tous, ai-je dit. Cette entreprise existe parce que vous avez cru que c'était possible. Nous sommes restés jusqu'à minuit, avons raconté des histoires, avons ri, avons fait des projets pour le prochain lancement de produits. Quand je suis rentré chez moi, il y avait un autre message vocal de Laure. Je l'ai supprimé sans l'écouter. Mon père a appelé début mai. J'étais à Londres pour une conférence quand mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Émilie, a-t-il dit. Merci d'avoir répondu. Je n'ai que quelques minutes, ai-je dit. Je sais. Je voulais juste te dire que je suis fier de toi. J'aurais dû dire cela il y a des années. J'aurais dû te poser des questions sur ton entreprise. J'aurais dû faire attention. J'ai attendu. Ta mère et moi aimerions visiter Lyon, a-t-il continué. Voir ton bureau, rencontrer ton équipe. Si tu es d'accord. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Parce que nous avions tort, a-t-il dit simplement. Et parce que tu es notre fille. Et parce que nous aimerions réellement te connaître. J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel la City en contrebas, avec ses milliers de fenêtres éclairées, chacune contenant la vie entière de quelqu'un. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr, a-t-il répondu. Prends tout le temps qu'il te faut. En juin, j'ai pris le train pour Paris pour une réunion avec l'autorité des marchés financiers concernant l'expansion de notre partenariat. La réunion se tenait à leur siège. Ensuite, j'avais 3 heures avant mon train de retour pour Lyon. J'ai pris un taxi pour Neuilly-sur-Seine. Le bureau de Laure se trouvait dans une tour. Bredin-Pratt, 23e étage. Je ne suis pas entré. Je me suis assise dans un café de l'autre côté de la rue et je lui ai envoyé un message. Je suis à Paris pour le travail. J'ai 1 heure si tu veux parler. Elle a répondu en 30 secondes. Où es-tu? Je le lui ai dit. Elle est arrivée 12 minutes plus tard. Elle paraissait plus mince que dans mes souvenirs.
fatiguée. Sa bague de fiançailles avait disparu. Elle s'est assise en face de moi. Merci d'avoir pris contact. Je ne suis pas ici pour que tu te sentes mieux, ai-je dit. Je sais. Je suis ici parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi tu as fait ça. Elle a baissé les yeux vers son café. J'étais jalouse. De quoi? De toi, a-t-elle dit. Tu as quitté un emploi stable pour créer une entreprise. Tu as pris un risque. Tu as construit quelque chose. Et moi? J'ai fait tout ce que j'étais censé faire. L'école de droit, l'assistanat juridique, le grand cabinet. Et j'étais malheureuse. Alors tu as dit à tout le monde que j'échouais. Je me suis convaincu moi-même que tu échouais, a-t-elle dit. Parce que si tu étais en difficulté, alors j'avais fait le bon choix. Si tu survivais à peine, alors la stabilité en valait la peine. Mais si tu réussissais, si tu étais réellement heureuse, alors c'est moi qui avais fait le mauvais choix. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux étaient rouges. Quand David a commencé à parler de m'épouser, j'ai paniqué. Parce qu'un mariage, c'est la famille, et la famille, c'est toi. Et si tu te présentais et que tout le monde te posait des questions sur ton entreprise et que tu leur disais la vérité, que tu es présidente directrice générale, que tu es sur la liste Forbes France, que tu vaux plus que ce que je gagnerais dans toute ma carrière, alors tout le monde saurait que c'est moi qui avais fait le mauvais choix. Alors, tu as annulé mon invitation. Alors, j'ai annulé ton invitation, a-t-elle confirmé. J'ai dit à David que tu avais des problèmes réglementaires. J'ai dit à maman et papa que tu avais honte. Je me suis convaincu que je protégeais tout le monde, mais je ne faisais que me protéger moi-même. Je suis restée silencieuse pendant un long moment. David a rompu les fiançailles, a-t-elle dit. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ferait cela à sa famille. Il a dit qu'il ne savait pas qui j'étais. Est-ce que tu sais qui tu es, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. J'essaie de le comprendre. Es-tu toujours chez Bredin-Pratt? J'ai pris un congé. Je réfléchis à ce que je veux vraiment. J'ai fini mon café, j'ai vérifié ma montre. Je dois aller à la gare. Est-ce que tu... Pourrons-nous en reparler? Je l'ai regardé, ma petite sœur qui avait été tellement désespérée de prouver qu'elle avait fait les bons choix qu'elle avait essayé d'effacer les miens. Peut-être, ai-je dit. Quand tu seras prête à être une vraie sœur. Pas quand tu auras besoin de moi pour te sentir mieux avec toi-même. Elle a hoché la tête. C'est juste. Je me suis levé. Je suis contente que tu fasses le point, Laure. Vraiment. Émilie, a-t-elle fait une pause? Je suis fière de toi, a-t-elle dit. J'aurais dû dire cela il y a des années. Tu aurais dû, ai-je convenu. Je l'ai laissée assise là. Veritas a atteint une valorisation de 2,1 milliards d'euros en août. Nous avons signé des contrats d'expansion avec l'autorité des marchés financiers et Tracfin. Nous avons ouvert un 5e bureau, à Bordeaux. Nous avons embauché 60 autres employés. Forbes France a publié un article sur les entreprises technologiques d'entreprises dirigées par des femmes. J'étais en couverture. Mes parents sont venus à Lyon en septembre. Je leur ai montré le bureau, je leur ai présenté mon équipe, et je les ai emmenés dîner dans mon restaurant préféré. Mon père a posé des questions détaillées sur la technologie. Ma mère a voulu en savoir plus sur mes employés, leur parcours, leur famille, et sur la façon dont j'avais construit la culture d'entreprise. Tu as construit quelque chose de remarquable, a dit mon père à la fin de la soirée. J'aimerais l'avoir su plus tôt. J'aurais aimé que tu poses la question, ai-je dit. Je sais, a-t-il dit. Je suis désolé. Nous reconstruisons. Lentement. Avec des limites, avec honnêteté. Laure et moi échangeons des messages occasionnellement, sur des choses superficielles. Elle a quitté Bredin-Pratt. Elle enseigne la rédaction juridique à l'université Panthéon-Assas et fait du bénévolat pour une organisation à but non lucratif qui aide les accusés à faible revenu. Elle a l'air plus apaisée lorsque nous parlons. Elle n'a pas demandé à visiter Lyon. Je ne l'ai pas invitée. La porte n'est pas verrouillée, mais elle a maintenant une serrure, et c'est moi qui détiens la clé. La semaine dernière, j'ai reçu un courrier électronique de David Martin. La ligne d'objet disait « Félicitations. Émilie, j'ai vu la couverture de Forbes France.
Félicitations pour tout ce que vous avez construit. Veritas a transformé la façon dont notre équipe enquête sur les crimes financiers complexes. Vous avez vraiment fait une différence. Je voulais vous contacter parce que je vous dois de véritables excuses. Pas seulement pour le mariage, mais pour ne pas vous avoir vu quand j'en avais l'occasion. Laure m'a raconté sa version de votre histoire, et je l'ai crue sans poser de questions. J'aurais dû vous interroger directement. J'espère que vous allez bien, et j'espère que vous savez que ce qui s'est passé n'était pas lié au fait que vous n'étiez pas à la hauteur. C'était dû au fait que les personnes autour de vous ne savaient pas comment voir ce qui se trouvait juste devant elles. Cordialement, David. J'ai lu le courrier électronique, puis je l'ai classé dans un dossier étiqueté « Clos ». Je n'ai pas besoin des excuses de David. Je n'ai pas besoin de la rédemption de Laure. Je n'ai pas besoin de la fierté de mes parents. J'avais besoin de ces choses autrefois. Je n'avais simplement pas réalisé combien d'énergie cela m'avait coûté jusqu'à ce que cela s'arrête. Maintenant, je dépense cette énergie pour des choses qui comptent. Pour bâtir une entreprise qui change le fonctionnement de la justice. Pour diriger une équipe qui croit en notre mission. Pour créer quelque chose qui nous survivra à tous. Je suis à la hauteur. J'ai toujours été à la hauteur. Il a juste fallu un peu plus de temps à tout le monde pour le voir.